L'objectif de cet entretien qui est en journée, tout le monde n'est pas forcément disponible, c'est quand même de laisser une trace audiovisuelle et puis que tout le monde puisse y assister et puis que ça puisse servir de point d'appui pour la suite. Euh, mais voilà, donc on a des grands entretiens pour entendre les élus en fonction qui ont des délégations de participation citoyenne pour avoir votre vision de comment se sont passées ces dernières années, ce que vous prévoyez pour les quelques années à venir jusqu'à la fin de votre mandat et comment vous percevez dans votre territoire la place de la participation citoyenne et dans les autres territoires, ce que l'on peut anticiper encore une fois pour ces prochaines échéances. Donc encore merci. Et avant votre intervention, merci Amandine Avicourt de votre intervention. On a prévu un format voilà, assez dense de questions qu'on vous a transmises, qui ont été préparées en amont dans un format où, avec Sylvie, avec Gilles Laurent, on va vous transmettre ces questions qui sont le résultat d'un travail collectif, en ne passant pas la parole directement aux membres, puisque le format est restreint à 1 heure. Mais vous connaissez le format et je profite, je le représente les personnes qui nous ont rejoints. Donc voilà, on est dans un questionnement collectif préparé en amont. Je vais passer la parole. N'hésite pas à me compléter mes propos, Sylvie, si j'ai oublié des choses. Sinon, je te passe la parole pour une première série, justement, de questions. Oui, non, c'est Gilles Laurent, pardon. Voilà, J'ai c'est pris le voilà. pied dans le conducteur. On a C'est des à toi, blocs de Gilles Laurent. questions. Voilà. Voilà, l'idée, c'est des blocs de questions qu'on a préparés en amont. Donc, on va poser ces blocs de questions à Ombeline Dagicourt, qu'on remercie vraiment de sa présence, de votre présence. Et voilà, l'idée, c'est de piocher aussi dans ces blocs de questions les questions que vous voulez le plus approfondir. Voilà. Donc, je donne la parole à Gilles Laurent. Vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bonjour et encore merci à Amblin Dagicourt de nous avoir rejoints pour cette rapide conversation. On va commencer peut-être pour faire un peu plus connaissance par votre parcours politique en s'intéressant à la fois à qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter puis finalement à être élu à la mairie de Poitiers. Et peut-être en le regardant sous un angle un peu plus spécifique qui est votre parcours militant avant ou citoyen avant votre élection vous a certainement donné des idées, vous a donné des aspirations, des volontés, des envies, peut-être des utopies, allez savoir. Et comment est-ce que ces idées avec lesquelles vous êtes arrivé ont été confrontées au réel de l'exercice du pouvoir municipal? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vision de tout cela? Qu'est-ce que vous avez trouvé en arrivant qui vous a étonné? Et est-ce que, une dernière question sur ce premier bloc, est-ce que le fait de venir d'un collectif citoyen vous a amené à arriver avec des idées particulières qui étaient sans doute un peu différentes de celles d'un parti politique, si vous aviez fait un parcours par un parti politique? Et est-ce qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, presque 5 ans plus tard, vous avez le sentiment que finalement, ces idées se retrouvent ou au contraire qu'elles sont très différentes les unes des autres? Beaucoup de questions Oui, pour trop commencer. souvent d'ailleurs. Choisissez. Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation et l'opportunité de ce grand entretien ce matin. Et puis, ravie d'être avec vous et de voir que vous êtes aussi nombreuses et nombreux. Donc, rapidement, pour essayer de répondre un peu dans l'ordre, en regroupant certains éléments, me présenter, alors d'où je viens et d'où je parle. Moi, je suis historienne de formation. Mes recherches portent sur la construction de l'État en Amérique latine et l'histoire politique du XXe siècle. Et notamment, actuellement, je suis maître de conférence en relations internationales. Et j'ai toujours eu cette appétence pour le politique plutôt que la politique. En tout cas, c'est comme ça que je suis venue à ces questions. Et mon engagement politique, il remonte à 2017. Vraiment, ça a été pour moi une année tournant dans mon engagement citoyen. À ce moment-là,
Je travaillais en Suisse déjà depuis quelques années, ce qui n'est pas anodin dans mon parcours. Le fait d'avoir été en proximité avec une autre culture politique suisse qui est vraiment basée sur la démocratie directe. Et puis, j'ai aussi adhéré à ce moment-là, en 2017, à un mouvement, une association politique qui s'appelle À nous la démocratie et qui portait donc un discours autour de la démocratie directe et au fond une idée assez simple à laquelle j'ai adhéré assez rapidement, l'idée que la démocratie directe, c'est possible et en particulier ce que ça signifie la démocratie directe, c'est de pouvoir se réapproprier une forme de souveraineté démocratique et que tout citoyen a une égale capacité et une légitimité à pouvoir participer à des choix qui sont des choix impactants, à pouvoir décider. Et j'insiste vraiment là-dessus, vraiment sur cette capacité de décider. C'est pas la même chose, c'est pas exactement la même chose que quand on parle de pouvoir d'agir. Là, je parle vraiment, quand on parle de démocratie directe, c'est cette idée, au fond, qu'il y a un autre partage du pouvoir, un rééquilibrage du pouvoir qui peut exister et que c'est pas qu'un passé révolu issu voilà, de la Grèce antique, d'Athènes notamment, mais que cette idée, elle est toujours en vigueur ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde, et que en France, notamment, ce serait possible de pouvoir faire en sorte que notre démocratie fonctionne aussi en se réappropriant certains de ces outils. La manière dont je suis venue à la politique, et notamment mon parcours aujourd'hui, c'est un peu le hasard en réalité parce que c'est une rencontre avec les tout débuts du mouvement citoyen Poitiers Collectif, un flyer que j'ai pris un samedi matin sur le marché Notre-Dame de Poitiers. Et donc ce flyer qui annonçait la première réunion du groupe Poitiers Collectif, annonçait aussi, je me souviens très bien du slogan qui était juste en dessous et qui était vous avez envie de faire de la politique autrement, eh bien rendez-vous tel jour dans tel café de Poitiers. Et donc j'y suis allée et j'ai été convaincue tout de suite par la méthode. Et il faut se dire aussi qu'on était à ce moment-là en 2018-2019. Le contexte, il est important quand même de vous le repréciser parce qu'on était dans cette période d'effervescence aussi des Gilets jaunes, post-Nuit debout aussi, donc dans une période aussi où il y avait pas mal d'agitation, de mouvements en faveur d'une politisation plus importante et notamment en faveur notre rapport plus horizontal à l'exercice du pouvoir. Et je pense que cette expérience Poitiers collectif, elle a été vraiment enfin, déterminante par la suite, et notamment dans la manière d'envisager aujourd'hui mon rôle d'élu, ne serait-ce parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, on fait partie de ces listes citoyennes qui ont remporté certaines villes en 2020. Poitiers, c'est probablement l'une des plus grandes villes remportées par une liste citoyenne et participative. On est plus de la moitié des élus parmi nous qui sommes non encartés, parmi les postes d'adjoints. Et on s'est formé pendant 2 ans avant l'élection, on s'est formé au sein de ce collectif citoyen. Et dans ce collectif citoyen, on était vraiment très très loin de ce qu'on peut voir par ailleurs, hein, des querelles d'appareils politiques. Enfin, le parti pris dès le départ, c'était de dire c'est le projet avant les têtes et avant la tête. Et donc ça nous a guidés vraiment dans la manière dont, à chacune des étapes, le mouvement s'est construit, avec l'idée que quand on venait aux plénières de Poitiers collectif, on y venait en mettant de côté sa casquette, membre d'un parti politique, membre d'une association ou autre. On venait ici pour construire quelque chose ensemble. Et vraiment en dehors de nos affiliations militantes respectives, les uns et les autres. Et puis la deuxième chose aussi très importante dans la formation de ce collectif citoyen, et ensuite quand on est arrivé à la mairie, c'était de repenser, et une exigence très forte, de repenser nos mécanismes de démocratie interne dans le mouvement collectif. Et donc ça passait par des pratiques, l'exigence de transparence, l'exigence aussi d'animation, de vraiment animer chacune de nos réunions de groupe, mais de plénière également, pour faire en sorte que les décisions soient issues de délibération et que ces décisions soient vraiment prises collectivement. Et cette exigence-là, elle est hyper importante et ça a été vraiment très, très formateur par la suite, je pense, dans la manière de concevoir nos politiques publiques sous un rapport qui est un rapport de collaboration entre les uns et les autres et vraiment décider de faire ensemble et de tenir, nous, notre rôle aujourd'hui dans le collectif, aujourd'hui dans la municipalité, pour tous les membres du collectif citoyen, c'est vraiment de tenir cette ligne de la décision collective et de la démocratie en interne,
en matière de gouvernance. Sur nos exigences qui sont liées à ce caractère très citoyen de notre liste, on s'est tout de suite posé la question, en tout cas nos ambitions en arrivant, ça a été de se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait créer les conditions d'un autre exercice du pouvoir entre élus et citoyens, en repartant au fond de l'idée que un citoyen, enfin un élu, pardon, un élu, c'est un citoyen comme les autres. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait passer aussi de citoyens qui ne sont pas que des électeurs, mais vraiment des citoyens qui sont pleinement actifs et vraiment actifs dans les décisions municipales, dans la gouvernance municipale. Ça a été très très clair au départ, en tout cas pour ce qui me concerne, qu'il y avait peu d'intérêt. Moi, j'ai peu d'intérêt à développer de la démocratie participative de type consultatif. En vrai, je pense qu'il faut qu'on aille bien au-delà de la simple consultation. C'est vraiment une urgence d'aller bien au-delà de demander simplement l'avis des gens et ensuite c'est les élus qui décident. Et donc, très tôt, il y a eu cette ambition de repenser la place du citoyen dans notre gouvernance. Donc, on avait dessiné en 2020 un schéma de gouvernance en réfléchissant vraiment à la place du citoyen dans la gouvernance municipale, et puis d'ouvrir comment impliquer les citoyens dans les décisions. Et ça, c'est hyper important d'aller plus loin que la simple consultation et donc de tester une nouvelle forme de démocratie qui n'est pas une démocratie simplement participative, mais une démocratie délibérative et une démocratie plus directe. Et c'est ce pari qu'on a fait depuis 2020, en se disant que tester plus de démocratie, faire plus de démocratie aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le faire en réalité. Surtout pour une ville d'une taille de 90 000 habitants comme c'est le cas à Poitiers. Donc il faut bien expérimenter et tester, innover. Et c'est le sens de ma délégation, puisque je suis première adjointe en charge de la participation citoyenne et de l'innovation démocratique. Et effectivement, le fait d'être première adjointe, c'est un symbole déjà, parce que souvent dans les villes, les premiers adjoints, c'est ceux qui font les choses sérieuses, hein, vous savez, les finances et les RH. Donc, c'est pas à rien d'avoir une première adjointe, une première adjointure sur ces questions de démocratie locale. Et puis, c'est à la fois un message en externe vis-à-vis des habitants, des partenaires, des associations, mais aussi, surtout en interne vis-à-vis de l'administration, euh, d'impulser un nouveau logiciel qui est celui du faire ensemble, d'un rapport de collaboration, d'horizontalité entre élus et citoyens, et donc bien de prendre en compte la valeur de la parole citoyenne dans nos décisions. Concrètement, quand on est arrivé, on partait d'extrêmement loin parce qu'on est arrivé on a remporté les élections, on a constaté que le fonctionnement municipal en interne, notamment administratif, était pensé sur un mode très hiérarchique, très vertical, en silo. Donc on a dû repenser complètement l'administration pour le mettre en face, ce projet administratif, avec nos ambitions politiques, transition écologique, justice sociale et renouveau démocratique. On a créé pour ça une démocratie, un service, une mission participation citoyenne qui n'existait pas. Aujourd'hui, j'ai 6 agents qu'on a recrutés qui travaillent sur ces missions avec moi. Et puis, on s'est beaucoup formé, élus et agents, sur l'échelle de la participation citoyenne, sur comment construire des séquences démocratiques avec nos habitants dans différents projets. Et on a organisé un réseau de référents au sein de l'administration pour faire en sorte que cette culture de la participation citoyenne puisse infuser dans nos différentes politiques publiques. J'ai la chance, en tant que première adjointe et issue de ce collectif citoyen qui s'est formé pendant 2 ans, de ne pas être seulement l'élu en charge de ces questions, mais faire en sorte vraiment que l'ensemble des élus aient ce réflexe et cette préoccupation de la parole citoyenne, ou en tout cas de faire avec les citoyens, mais aussi avec les acteurs dans les différents champs de nos politiques publiques. Alors, je Merci, dis pas que merci ça beaucoup. fonctionne tout le temps, Bon, si, mais si vous en il y êtes a cette d'accord, exigence. vous êtes en train d'aborder justement des points sur lesquels Sylvie va peut-être nous donner quelques questions Ok, je un vais peu pas plus loin précises. Et alors. puis, comme pour le premier paquet, vous passerez de l'une à l'autre avec l'aisance que l'on remarque. Et je vous en remercie parce que tout ce que vous nous dites est extrêmement intéressant et fluide. Sylvie, je te donne la parole pour le deuxième paquet de questions. Oui, l'idée c'était un peu d'avoir des différents blocs, mais vous avez déjà commencé à en parler, puisque dans notre deuxième bloc, il y avait comment vous arrivez à transformer l'organisation et comment vous embarquez les autres élus. Peut-être que ça, la question des autres élus, vous en avez un peu parlé, mais vous pourriez peut-être plus nous dire comment ça se traduit, le fait d'être cette transversalité. Voilà, ça c'est la première question.
La deuxième question, c'est, ou en tout cas le deuxième bloc de questions, c'est finalement, bah, dans une ville comme Poitiers, il y a des conseils citoyens, je crois qu'il y a un budget participatif, voilà, il y a un certain nombre de démarches qui préexistaient ou qui existent. Presque, on pourrait dire, en vous entendant, la old participation, comment vous voyez ça, comment vous l'avez évolué et comment vous le tirez vers votre vision plus transversale. C'est vrai que les conseils citoyens, c'est souvent pas là où l'innovation démocratique se crée. En tout cas, c'est l'imaginaire et c'est souvent ce qu'on dit. Comment vous avez travaillé ça? Et puis, le troisième petit bloc de questions, du coup, vous parlez des associations, des parties prenantes, etc. J'imagine quand même que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. J'imagine que la question du conflit, vous l'avez. Il y a une multitude d'associations qui étaient certainement préexistantes avant que vous arriviez, qui ont des visions peut-être un peu différentes, qui avaient des façons de faire dans la relation à la municipalité. Comment ça vous le travaillez? Est-ce que vous avez mis en place euh, des relations, voilà, est-ce que vous avez structuré les relations avec votre écosystème associatif notamment? Sur votre première question, est-ce que je dois embarquer les autres élus? Ceux qu'il faut embarquer, c'est ceux qui n'ont pas forcément cette culture politique. Et donc, Poitiers Collectif, juste le rappel, alors effectivement, on est une majorité donc de citoyens. Le cœur de ce mouvement, rapidement, nous ont rejoint, très très rapidement, ELV, Europe Écologie Les Verts, et puis d'autres formations politiques, d'autres partis, Génération.s, et puis les derniers avec lesquels on a fait un accord, c'est le Parti communiste. Donc évidemment, il a fallu se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, notamment sur la posture, sur les pratiques, avec ces différentes formations politiques. Vraiment, je répète hein, il y a cette exigence de tenir cette ligne, notamment en interne dans nos choix et dans la manière de fonctionner. Et très rapidement, on a mis en place au sein de notre municipalité des réunions. Alors, on a des bureaux municipaux où tous les élus, tous les lundis, sont présents, ce qui permet vraiment d'avoir ces espaces aussi de transmission de l'information entre nous. Et puis, on a aussi des réunions de majorité tous les 15 jours où sont présents là aussi tous les élus, hors les services, sans les services, ce qui permet, et ces réunions de majorité, on les anime, c'est-à-dire que on vient avec un sujet qu'on doit discuter, qu'on doit débattre, et on tient cette ligne de toujours utiliser des gommettes, des post-it, et tous les éléments, les techniques, enfin, métaplans, etc., porteurs de parole, voilà, d'autres outils d'animation collective qui nous permettent de trancher pour faire en sorte que ce soit pas à la maire de trancher, ni à une poignée de présidents de groupe de déterminer les choix qui sont importants pour notre majorité. Donc cette exigence-là, elle existe toujours en interne, et donc depuis 2020, on s'y tient dans la méthode, dans la manière de faire en interne, qui est hyper importante. Et ensuite, sur vos différentes questions, sur la manière dont on a pu embarquer nos partenaires, notamment associatifs, redynamiser certaines instances, effectivement, alors il faut quand même rappeler que on est arrivé en 2020, 2021, on était en période du Covid encore. Ça paraît un peu loin aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même une contrainte majeure dans le fait d'aller pouvoir faire de l'aller vers et puis aussi de pouvoir redynamiser certaines instances qui ont été quand même très marquées et très fragilisées par ce Covid. Sur les conseils citoyens, les conseils de quartier, on en a ici à Poitiers. On a fait le bilan de ces instances quand on est arrivé et on s'est rendu compte, évidemment, mais c'est pas une nouveauté, qu'elles sont peu représentatives de l'ensemble de la population. On y retrouve effectivement un peu toujours les mêmes, ceux qui ont les codes pour se mobiliser. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de ce bilan, on a essayé de mettre en place, conjointement notamment avec avec la préfecture pour ce qui pour ce qui a trait au conseil citoyen, une formation. J'avais notamment fait intervenir Patrick Norimbert, que vous connaissez peut-être, pour former ces conseils citoyens à changer de posture, à travailler à une posture qui soit moins une logique de guichet dans laquelle ils étaient un peu empêtrés depuis des décennies, notamment vis-à-vis de la municipalité. Ce qu'on a fait, honnêtement, c'est j'ai pas mis tant de moyens que ça sur la redynamisation des conseils citoyens et des conseils de quartier à proprement parler, pour être tout à fait honnête avec vous.
En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit que de manière indirecte, en les associant à tous nos autres dispositifs, notamment les budgets participatifs, en les associant étroitement à la gouvernance des budgets participatifs, puisqu'ils sont associés désormais, que ce soit les porteurs de projets et les acteurs de quartier, sont associés à la manière dont on gère l'enveloppe des budgets participatifs. On a 800 000 euros pour la ville de Poitiers. Et ça a permis, en fait, comme ça, en les associant à différents dispositifs par ailleurs participatifs, de pouvoir travailler sur la posture de ces acteurs. Et puis, ce qu'on a fait surtout, là où je me suis vraiment surtout concentrée, je dois vous le dire, c'est plutôt sur l'accompagnement de collectifs d'habitants. Parce que on se rend bien compte que des formats conseils citoyens ou conseils de quartier ne sont plus forcément, ou même des associations, ne sont plus forcément des formes qui parlent beaucoup aujourd'hui en termes d'engagement bénévole pour une grande partie de la population, qui recherche un peu plus de flexibilité dans ces formes d'engagement, plus d'horizontalité. Et donc, on a pas mal de collectifs d'habitants qui, depuis 2020, se sont organisés sur différents quartiers de la ville autour de projets concrets. On a aussi les tables de quartier qui se sont constituées depuis 2020. Et donc là, on s'est servi d'abord des budgets participatifs, parce que quand on est arrivé, ce budget participatif existait à hauteur de 800 000 euros, et ça a été un moyen de financer pour des collectifs d'habitants des projets en investissement à l'échelle du quartier. Ce qu'on a ajouté, nous, c'est la possibilité aussi de pouvoir financer par les budgets participatifs des projets à l'échelle de la ville de Poitiers, ce qui est une nouveauté en soi. Et puis, dans la manière de concevoir les budgets participatifs, de rajouter des temps d'atelier, par exemple, foire au projet ou autres, qui permettaient vraiment de favoriser le collectif, favoriser la création de liens à travers les budgets participatifs et d'être moins dans des demandes individuelles. Donc ça, on a fait ça. Et puis surtout, ce qu'on a fait depuis maintenant 1 an, on a remis à plat le dispositif des budgets participatifs avec des porteurs de projets et on en a tiré une évolution qui est de créer une enveloppe de fonctionnement. Ça, c'est une expérimentation là depuis cette année, on commence. Une enveloppe en fonctionnement, d'abord à hauteur de 50 000 euros pour commencer. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir financer par cette enveloppe en fonctionnement des moyens que n'ont pas aujourd'hui des collectifs d'habitants qui ne peuvent pas être subventionnés par ailleurs comme les autres associations. Ça peut être des moyens de communication, d'expertise citoyenne, voilà, de la médiation, etc., et d'autres formes d'outils qui permettraient de mener à bien leur projet et de favoriser leur autonomie, en fait, dans la gestion et la conduite de leur projet. Euh, Peut-être juste vous dire sur le conflit, puisque vous me questionniez par rapport à ça. Oui, on a des désaccords et oui, la politique que l'on mène, notamment sur des questions de transition écologique, la place de la voiture, du stationnement, créer des pistes cyclables supplémentaires, ça fait réagir. Ça fait réagir, il y a des dysfonctionnements, enfin, il y a des désaccords qui ont pu faire jour maintenant depuis 4 ans. Ça nous a fait bouger, je dois le dire, ça nous a fait bouger, notamment sur certains projets. Des mobilisations de collectifs d'habitants nous ont fait bouger et nous ont amené à devoir revoir notre copie, notamment sur l'un des projets très ambitieux, un peu technique, mais le chantier de réalisation d'une piste cyclable qui s'appelle Le Pont Neuf. C'est suite à une mobilisation citoyenne très importante qu'on est revenu complètement sur la manière dont on envisageait de réaliser cette piste cyclable sur le Pont Neuf et on a remis finalement tout à plat la voirie à l'issue donc, de cette mobilisation citoyenne. Pareil, un choix qu'on avait fait de fermer une résidence autonomie pour personnes âgées, la mobilisation citoyenne très importante et syndicale nous a fait revenir en arrière et imaginer un autre projet de résidence intergénérationnelle. Donc voilà, ça nous fait bouger là aussi sur la posture de reconnaître en tant qu'élu qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas pris la bonne décision à ce moment-là et d'écouter la parole citoyenne pour changer le projet. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que depuis maintenant 1 an, et c'était un engagement de campagne, mais on ne l'a pas mis avant en place parce qu'on y travaillait pour savoir juridiquement comment pouvoir le faire, c'est un droit d'interpellation citoyenne qui est actif depuis maintenant 1 an. Et donc, ce droit d'interpellation citoyenne, c'est ce qu'on a trouvé de plus abouti pour justement reconnaître le désaccord, reconnaître la conflictualité, l'interpellation citoyenne comme faisant partie de la démocratie locale et d'une démocratie qui est vivante. Et donc, avec différents seuils, premier seuil, 50 habitants, on reçoit les habitants pour un premier entretien avec les élus sous 3 semaines et qui permet un compte-rendu public. Et puis, deuxième seuil, 900 signatures
qui permet aux pétitionnaires de mettre le sujet à l'ordre du jour du conseil municipal, et un troisième seuil qui permet à 4500 signatures de déclencher la mise en place d'un référendum local. C'est ce qui se rapproche le plus dans ce que permet notre droit du référendum d'initiative locale. Donc ça, c'est en place, ça permet de mieux centraliser les doléances, les désaccords, de pouvoir assurer un suivi aussi plus efficace, à mon sens, de ces désaccords. Et puis, surtout, la vertu que j'y vois, c'est d'accepter le désaccord, mais de le replacer dans un autre cadre, qui est celui d'un cadre de débat public qui est apaisé. Et il faut absolument qu'on puisse aussi développer cette culture, à mon sens, du débat public. Enfin, sur la manière dont on a structuré nos relations avec les partenaires associatifs, il y a peut-être une politique qui est vraiment très emblématique de cette manière de faire avec, et notamment de faire avec notre écosystème associatif, c'est la politique que l'on mène en matière d'éducation populaire. Parce qu'on est très actif, on a vraiment une exigence, et pour nous, l'éducation populaire, c'est une manière aussi de répondre à des besoins dans une société qui est vraiment fragmentée. Et je crois qu'on ne pourra pas reconstruire la cohésion sociale sans l'éducation populaire. La ville de Poitiers, en 2022, a été à l'initiative, par exemple, des premières rencontres nationales de l'éducation populaire organisées à Poitiers. C'est tous les 2 ans. Ça s'est reproduit en 2024 ici à Poitiers. On a la chance d'avoir effectivement un tissu associatif qui est très important, plus de 3500 associations, et puis des experts de l'éducation populaire que sont nos maisons de quartier. On a 10 maisons de quartier sur la ville de Poitiers, mais on sait que ces structures sont très fragilisées avec le Covid, financièrement aussi très fragilisées. Et donc, les rencontres nationales de l'éducation populaire qu'on a organisées, ça répondait à un besoin de pouvoir créer un espace de discussion entre la ville et ses différents acteurs du territoire associatif, un espace aussi de réflexion et un espace où on a construit ensemble un plaidoyer, et un plaidoyer commun en faveur justement de l'éducation populaire auprès des pouvoirs publics pour réclamer plus de moyens. Donc il y a une proposition de loi qui était issue des deuxièmes rencontres de l'éducation populaire qui a eu lieu l'an dernier. Bon, la dissolution a un peu mis ça sous le tapis là en ce moment, mais en tout cas, ce plaidoyer existe de la ville de Poitiers et des acteurs associatifs locaux et nationaux d'autres villes. Et puis, juste concrètement, ça se traduit par ce qu'on a mis en place, des conventions pluriannuelles d'objectifs avec nos maisons de quartier, sur lesquelles la question de la citoyenneté et de l'éducation populaire a clairement été inscrite dans la convention d'objectifs mutuels. Un soutien aux associations, on n'a pas baissé les subventions depuis 2020, on n'a fait que de les augmenter. Je ne sais pas si on sera en capacité de continuer à le faire, malheureusement, vu la situation financière dans laquelle nous sommes. En tout cas, c'est une manière de soutenir aussi nos associations dans ce champ. Et puis, on a développé une politique municipale dans l'éducation populaire, dans laquelle on associe évidemment les maisons de quartier étroitement. Un exemple, les vacances pour tous. Parce que quand on parle d'éducation populaire, c'est aussi un moment clé de notre histoire, de l'histoire de notre pays, de la démocratisation, la démocratisation des congés payés, des loisirs. Et donc, nous, on pense qu'il y a vraiment un droit aujourd'hui à faire valoir en matière de temps libéré. Et donc, on offre depuis 2020, on a tout un programme de vacances, de séjours, pour rendre public et rendre possible ce temps libéré, ce droit au loisir. Et donc, on a accueilli depuis maintenant 2020, c'est presque 15 000 enfants et familles qui ont pu en bénéficier, ce qui aussi favorise la mixité sociale, hein, à travers ces séjours qu'on propose de vacances. Et puis, on a étendu le dispositif l'an dernier aux seniors pour lutter aussi contre l'isolement. Et aujourd'hui, on propose aussi des séjours euh, qui, euh, qui rentrent dans ce cadre de la politique vacances pour tous, qui est vraiment pour nous envisagé comme étant une politique d'éducation populaire. Merci beaucoup, Ambeline Dagicourt. Je vais passer la parole à David sur le troisième bloc, sur la question de l'innovation démocratique. On va essayer de tirer ce fil-là. Tout à fait, vous avez commencé à en parler, mais on voudrait mettre un peu la focale sur certains dispositifs assez innovants que vous avez mis en place et approfondir quelques questions que vous avez aussi également évoquées. Concernant, par exemple, je vais commencer par là, le rapport au droit. Vous avez précisé que le droit d'interpellation, justement, vous avez mis du temps un petit peu à l'installer, le temps de trouver le bon support juridique, j'imagine. Vous aviez aussi, lors des précédentes rencontres de la participation
par l'intermédiaire des services, hein. Ils avaient fait un témoignage concernant votre assemblée populaire. Vous avez eu quelques déboires, hein, me semble-t-il, juridiques également sur ce sujet. Pouvez-vous nous décrire un petit peu le contexte et surtout nous dire si, selon vous, il faudrait faire évoluer le droit pour laisser plus de place à des expérimentations de ce type? C'est une question. Euh, pour revenir sur les assemblées populaires, votre assemblée populaire, il me semble que vous êtes à votre deuxième édition. On veut bien un retour de votre part, parce que vous commencez à avoir voilà, pas mal de recul. Euh, En quoi elle produit de la délibération? Est-ce qu'elle permet une avancée délibérative importante selon vous par rapport à d'autres dispositifs? C'est quelque chose qu'on a vu émerger sur votre territoire et aussi dans d'autres territoires par rapport aux élections vraiment de 2020, hein, c'est récent dans l'histoire du champ. Est-ce que ça produit de la délibération? Est-ce qu'il y a eu par rapport à ce que vous en imaginiez auparavant, est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises, des choses que vous êtes allé plus loin, ou à l'inverse, des freins à la délibération dans ce type d'instance? Revenir aussi sur le référendum d'initiative citoyenne. Il me semble que vous ne l'avez pas encore abordé, mais ça fait partie un peu de votre ADN. Est-ce que vous envisagez d'avancer sur ce sujet? Est-ce qu'il y a justement d'autres freins juridiques à lever ou d'autres difficultés? Ça, c'est un point important. Et peut-être un dernier point que j'ajoute au regard de tous ces dispositifs innovants ou du droit d'interpellation dont vous parlez. Est-ce que vous arrivez à vous assurer que cette innovation elle est accessible à tous les citoyens et toutes les citoyennes de votre territoire, ou est-ce qu'il y a encore des rapports de pouvoir qui se réinvestissent dans ce droit d'interpellation, par exemple? Est-ce que tout le monde y a accès, ou est-ce qu'il y a des effets de bord qui privilégient certaines parties de votre population plutôt que d'autres pour s'en saisir? Je pense aux logiques d'opposition, qui parfois s'investissent beaucoup dans ces dispositifs, ou sur le rapport au conflit dans certains territoires qui peut attiser certains groupes plutôt que d'autres. Voilà, c'est à votre tour sur ces différents points. Peut-être sur revenir effectivement, la raison d'être de l'Assemblée populaire qu'on a mise en place. Donc je vous le disais, l'objectif là, c'était vraiment d'aller plus loin que de la consultation et donc de se dire, OK, on voudrait faire décider, on voudrait que les citoyens puissent participer aux décisions, comment on s'y prend? Donc on avait imaginé cette assemblée citoyenne. Au départ, pendant la campagne, on avait imaginé que cette assemblée serait composée de 150 citoyens. Pourquoi 150? Je ne me souviens plus. Ok, bon, c'est parti d'une référence de la Convention citoyenne pour le climat, et puis en se disant, bah, ce sera un tiers de citoyens tirés au sort, un tiers d'acteurs du territoire, et puis un autre tiers d'acteurs de terrain, notamment parmi les instances représentatives de quartier. Bon, quand on est arrivé, ensuite, on s'est dit finalement, est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce qu'il n'y aura pas des asymétries entre les différents groupes? Et puis, quelle est la place des élus, en fait, dans ce type d'assemblée? On ne veut pas que les élus soient à côté et que cette assemblée citoyenne soit à côté, une arène participative à côté du schéma de décision, du circuit de décision municipal, mais bien qu'elle soit partie prenante, en fait, cette assemblée dans le circuit décisionnaire local. Donc, on a préfiguré cette assemblée avec un groupe d'habitants et un groupe d'habitants tirés au sort et avec des acteurs de quartier. Et il en est ressorti une instance dont on n'aurait jamais pu imaginer, en fait, hein. L'intelligence collective nous a vraiment encore bluffés. Et donc, cette assemblée citoyenne, désormais, elle est mixte, puisque nous, les élus, nous faisons partie de cette assemblée citoyenne dans sa composition. Elle est composée, dans la première version tout du moins, elle était composée de 100 habitants tirés au sort, uniquement tirés au sort. Et vient qui veut, c'est-à-dire qu'on envoie 58 000 courriers d'invitation à tous les habitants de la ville de Poitiers, puisque on part du principe que chacun, chacune est légitime à prendre part. Donc il faut bien inviter les gens, si on veut qu'ils viennent, et bien à nous de donner les moyens pour les faire venir. Euh, et donc cette assemblée citoyenne, on a aussi précisé sa raison d'être et sa place dans le fonctionnement. C'est une assemblée qui est décisionnaire. Alors je vous le dis comme ça, mais en réalité, c'est très difficile juridiquement de pouvoir le tenir, notamment parce que le cadre juridique actuel ne permet pas d'avoir une assemblée qui est décisionnaire, mais uniquement des assemblées qui sont consultatives. Et donc c'est une assemblée qui repose sur le principe du débat contradictoire et du vote. Notamment, son objectif, c'est bien de co-construire des décisions. Et en cela, elle est décisionnaire. Et les élus, nous sommes partie prenante de la délibération. On s'assure, enfin, les assemblées citoyennes, c'est des grandes journées d'assemblée, d'agora, qui commencent le matin et qui terminent le soir à 18 h. On passe par différents moments de délibération.
La préoccupation, c'est vraiment de se dire, il faut que tout ce qui est présenté à l'Assemblée citoyenne, ce soit des choses qu'on soit en capacité de faire. Donc ça veut dire qu'en amont, il y a tout un travail de préparation pour préparer les arbitrages qui seront à faire lors des grandes journées citoyennes ouvertes à tous. Et donc la codécision et la délibération, elle se fait vraiment par des allers-retours entre élus et habitants, d'abord en amont des journées d'assemblée citoyenne avec un petit groupe qui s'appelle un groupe de proposition et qui a pour objectif d'identifier des experts, d'identifier les arbitrages qui seront ensuite à faire lors des grandes journées d'assemblée. Et lors de l'assemblée, eh bien, nous, élus, on s'est assuré que tout ce qui est discuté là, c'est possible. Et on ne reviendra pas dessus ensuite. Donc en ça elle est absolument, quand on est partie prenante de l'Assemblée, eh bien, on n'est pas juste spectateur de la décision, mais on est vraiment pleinement acteur et les choix qui sont faits lors de l'Assemblée nous engagent en tant qu'élus par la suite. Ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, ce fonctionnement que je vous décris là, il a fait réagir notamment l'État, la préfecture, puisque pour créer cette nouvelle instance démocratique et faire en sorte que ce soit pas simplement une volonté politique, mais la volonté aussi de l'inscrire dans le temps, au-delà de notre propre mandat. On a passé une délibération de création de cette assemblée citoyenne en décrivant son fonctionnement. Et ça a suscité un premier recours gracieux de la part du préfet de la Vienne, qui nous a demandé tout d'abord de clarifier le statut juridique de cette nouvelle instance de participation, sachant que, évidemment, on allait bien plus loin que la simple consultation. Or, le préfet était très préoccupé du fait que nous, élus, nous puissions nous dessaisir de notre pouvoir de décision. Ce qui a nécessité de devoir, il nous a demandé de retirer la délibération. Alors, on a réécrit la délibération, on a réécrit les principes de fonctionnement de l'Assemblée citoyenne en bricolant, et on a trouvé un article de loi, notamment du CRPA, le Code des relations entre le public et l'administration, qui permettait, en étant suffisamment large, de pouvoir réécrire nos principes de fonctionnement en faisant en sorte que le travail de l'Assemblée citoyenne soit un travail associé. Donc, ce que dit cet article 131-1, c'est que il est possible, sous certains projets, de pouvoir associer le public à l'élaboration d'un projet, d'une politique publique. Le terme associé étant suffisamment large pour laisser une marge d'interprétation. Donc, nous faisons du travail associé. C'est ce qui a permis de pouvoir contourner ce premier obstacle juridique. Et puis le deuxième obstacle, il est venu un peu plus loin quand on a décidé d'indemniser les membres de l'Assemblée citoyenne, en particulier du groupe de proposition, qui était très très impliqué dans la préparation et le travail quotidien avec nous élus, indemnisés parce que certaines personnes n'ont pas tous égaux dans la capacité de pouvoir participer à la politique, et surtout à des exercices délibératifs qui demandent du temps et un engagement citoyen conséquent. Et là aussi, on a dû bricoler, puisque en l'absence d'un statut du citoyen participant qui permette de reconnaître cette participation citoyenne et de donner du temps, des moyens aux citoyens, on a utilisé le statut de collaborateur occasionnel du service public, en se basant aussi sur les jurys d'assises, un niveau d'indemnisation, d'indemnité qui serait sensiblement comparable au jury d'assises. On a délibéré et là aussi, le préfet nous a demandé de retirer la délibération au motif que le statut du citoyen, enfin le statut de collaborateur occasionnel du service public ne peut pas s'appliquer à des citoyens lambda, ordinaires, mais uniquement à certaines catégories de personnes qualifiées. On savait qu'on était évidemment borderline sur ce sujet. Cela dit, j'ai refusé de retirer cette délibération et donc vraiment au motif qu'il faut absolument défendre le droit à la participation, le droit à la participation effective de toutes et tous, y compris des plus éloignés, des plus fragiles économiquement. Et c'est ce qui nous amène au tribunal administratif. On a rendu notre mémoire de défense de la ville de Poitiers, c'était il y a quelques semaines, la préfecture également. Donc on est dans un rapport de force ici avec l'État. On verra ce que dira l'audience et le jugement. On n'a pas encore de date qui est fixée, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut jouer avec le droit. Moi, j'en suis absolument convaincue, y compris sur les questions démocratiques, et que le droit peut faire avancer des choses. Et là, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut continuer d'expérimenter localement, et y compris jusqu'à être en mode pirate, c'est-à-dire créer des brèches pour faire avancer
et pouvoir amener ce changement de culture. Oui, il faut pouvoir aujourd'hui faire revoir, clarifier le cadre de la participation citoyenne et le cadre juridique, qui est à mon avis obsolète, dans un moment où on a besoin, et les citoyens d'ailleurs, c'est une demande sociale, demandent plus de participation, et notamment de la participation dont ils voient les effets. Or, effectivement, quand on délibère, nous, on a montré à Poitiers que c'était possible de délibérer et décider, de prendre des décisions à 200 personnes. On l'a fait, c'est donc possible. Et donc, ce récit-là, il est hyper important parce que les gens ensuite voient concrètement le fruit de leur engagement, du temps qu'ils y ont mis. Ils voient concrètement en action cette démocratie parce qu'ils l'ont vécu aussi, cette démocratie plus directe. Et c'est extrêmement puissant, euh, d'une part en termes de récit, mais aussi extrêmement puissant en termes d'engagement et de conscientisation citoyenne, dont je parlais tout à l'heure, d'éducation populaire. On est aussi dans de l'éducation populaire quand on fait des assemblées de ce type. Mais c'est Je absolument me, important de sortir du bricolage. Il faut qu'on puisse sortir du bricolage juridique. Je me permets de vous interrompre juste parce que le temps passe et que, mais je pense que vous avez bien répondu à une grosse partie du, du lot 3 hein, de nos questions. Peut-être juste une petite relance sur le RIC Sur le RIC, et oui, sur l'accessibilité de vos dispositifs. Est-ce que dans votre assemblée, vous avez une belle représentativité de votre population? On n'aime pas trop hein, la notion de représentativité, mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est bien ouvert à tous? Peut-être sur ces deux points, mais une oui. réponse un peu rapide et puis je Alors, passe la parole rapidement, à Gilles Laurent c'est ça, un Gilles Laurent pour la dernière séquence. Ouais. rapidement, oui, on utilise le tirage au sort. On a fait du tirage au sort avec du porte-à-porte, ce qui fait que ce sont les élus qui font du porte-à-porte. On tire au sort des adresses. Donc, en termes de réponses, on a eu des très bons, on a eu des taux de réponse à 40% de réponses positives hein, dans cette forme de tirage au sort. Ensuite, comme tous les autres dispositifs, il n'y a pas d'indemnisation. Je pense que c'est vraiment un levier qui permettrait une mobilisation dans le temps. On a eu une belle diversité sociologique au début de nos assemblées citoyennes. Ensuite, les tirés au sort ne viennent plus forcément au fur et à mesure. Il y a une forme d'essoufflement aussi. Je pense que c'est lié tout simplement aussi à la durée, hein. C'est plus d'un an dans le cadre de l'Assemblée. Donc, on a revu notre dispositif pour que ce soit beaucoup plus court et permettre de garder cette diversité sociologique vraiment du début jusqu'à la fin. Mais ça reste un enjeu important. Et je pense que l'indemnisation peut quand même être un levier majeur pour résoudre cette problématique de la déperdition. Et puis sur le RIC local, alors sur le RIC, ben, là aussi, hein, c'est un dispositif qui aujourd'hui dans le droit français n'existe pas. Donc ben, on a bricolé et on a ce qui ressemble à un ersatz de référendum d'initiative citoyenne locale en combinant ce que nous permet le droit, c'est-à-dire le droit de pétition qui existe dans la Constitution aujourd'hui française, et puis c'est l'article 72-1, et puis le référendum local qui existe là aussi, et donc en combinant les deux, on arrive à ce qui ressemble le plus à un référendum d'initiative citoyenne. Je me réjouis parce que ce référendum, enfin ce dispositif d'interpellation vient d'être saisi actuellement. Là, ça fait 2 semaines qu'il a été saisi officiellement pour la première fois par un collectif d'habitants, collectif de locataires en particulier, vis-à-vis de notre bailleur social. Donc, nous verrons, on doit les rencontrer bientôt et on verra s'ils décident de poursuivre jusqu'aux 900 signatures. Mais en tout cas, on les accompagne dans la rédaction ensuite de leurs propositions, s'ils font le choix de poursuivre leur pétition. Tout un logigramme et une organisation en interne qui nous permet d'accompagner par la mission participation citoyenne ces pétitionnaires dans les différentes étapes pour recueillir ensuite les signatures qui leur seront nécessaires. Mais là aussi, vous voyez, on doit bricoler, et c'est pas très satisfaisant. On ne parle pas de RIC, c'est pourtant dommage parce que sur le récit, là aussi. Mais si on parle de RIC et si on avait souhaité délibérer localement pour créer ce nouveau dispositif, on n'aurait pas pu, on aurait été empêché vis-à-vis de l'État. Donc il y a un vrai rapport de force encore à avoir vis-à-vis de l'État pour permettre de délibérer et surtout de faire advenir une démocratie d'interpellation qui soit vraiment pleinement reconnue comme étant un outil de démocratie locale. Merci Gilles Laurent, je te laisse prendre la suite pour le dernier Oui, bloc. merci David. Si vous voulez bien, partons du principe que vous vous présentez aux prochaines élections. On ne vous demande pas de nous répondre oui ou non, à la limite, ça nous regarde pas pour l'instant. Mais partons de ce principe et à partir de cette hypothèse,
deux questions. La première, c'est finalement, est-ce que vous accepteriez à nouveau une délégation à la participation citoyenne en tant que première adjointe, hein, j'ai bien noté. Et surtout, quelle serait, après cette première expérience que vous venez de nous relater, dans laquelle vous avez clairement fait preuve d'innovation, de bousculer un peu les lignes et les traditions, euh, quels seraient vos prochains défis dans ce cadre-là? Puis j'aurais une autre question assez différente autour du réseau Action Commune qui réunit des équipes municipales issues de listes citoyennes. Est-ce que c'est un lieu qui permet d'innover, qui effectivement innove en matière de démocratie participative? Est-ce que c'est un réseau qui va se positionner sur cette question-là pour les élections de 2026? Et si oui, en portant quelle proposition? Première question, donc effectivement, on imagine que je vais me représenter, mais ce ne sera pas moi qui le décidera, si vous avez compris la manière dont on fonctionne, puisque ce sera le collectif qui décidera qui est candidat, qui ne l'est pas, et après on acceptera si on l'est ou pas. Dans l'idéal, oui, pourquoi pas repartir sur sur une délégation comme celle-ci. J'y ai trouvé beaucoup de sens, et une expérience extrêmement enrichissante, surtout humainement, mais aussi intellectuellement dans ce mandat. Donc pourquoi pas, même si je vous avoue que l'idée de cumuler des mandats me titille beaucoup et je pense que il ne faut pas s'engager dans cette voie-là, donc on verra. Mais en tout cas, sur le défi, peut-être que pour aller plus loin, moi je rêve à Poitiers, mais ce sera tout le travail de l'association Poitiers Collectif et de cette remobilisation, puisque là on est maintenant à 1 an, donc il y a une remobilisation locale qui est en train de se mettre en marche pour, dans cette année de campagne, repenser un nouveau projet, le projet avant les personnes, encore une fois, et qui l'incarnera. Et donc dans cette année de campagne où on va recréer des groupes avec des habitants, des acteurs du territoire pour penser un nouveau projet, euh, je me dis qu'il faudrait qu'on aille encore plus loin sur les questions de démocratie participative et pourquoi pas penser un nouveau projet dans lequel il n'y a plus besoin d'assemblées citoyennes. Il n'y a plus besoin d'assemblées citoyennes et populaires parce qu'au fond, on permettra de pouvoir infuser la codécision et la co-construction partout. Partout dans nos décisions municipales, dans le circuit de gouvernance municipale, ou en tout cas, si ce n'est partout, sur des très très grands projets. Et y compris, quand je dis grands projets et sur des choix importants, y compris, est-ce qu'on va jusqu'à co-construire un budget? Et on sort de la logique des budgets participatifs pour vraiment renouer avec les racines même de Porto Alegre, hein, l'appropriation par les citoyens des finances publiques. Aujourd'hui, à mon sens, on a un peu dévié, instrumentalisé la question des budgets participatifs euh, en mettant de côté quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est décider collectivement, y compris donc élus et habitants, de ce que l'on fait de nos finances locales et le budget, ça détermine des choix. Donc voilà, je pousserai ça, ce sera mon dernier défi, avant peut-être d'aller vers d'autres horizons. Euh, voilà, pousser à ce que l'on puisse consulter, ou en tout cas, moi j'aimerais bien co-construire plutôt, vous l'avez compris, une future PPI, programmation pluriannuelle d'investissement, avec des citoyens. Je pense que ce serait une belle étape. Voilà. Ensuite, sur la liste, sur les listes citoyennes, alors vous posiez la question d'Action Commune, du réseau Action Commune. J'en fais partie, je suis militante de ce réseau Action Commune dans lequel je suis très investie. Et effectivement, le réseau Action Commune, il a pour vocation de faire émerger ce qu'on pourrait appeler une forme de municipalisme à la française. Voilà, comment est-ce que en 2026, il y a un objectif électoral très clair qui est de renforcer multiplier le nombre de villes qui seraient remportées par des listes citoyennes aux élections municipales. C'est un objectif qu'on se donne dans le cadre de ce réseau Action Commune. Le parti pris de ce réseau, c'est vraiment de redonner du pouvoir aux communes et en partant du principe que la démocratie se construit d'abord et avant tout par le local
Et donc, ça passe par, quand je vous disais tout à l'heure, la réappropriation des finances publiques ou des projets qui sont structurants, bah, ça passe par vraiment mettre en phase nos institutions démocratiques, enfin nos institutions, pardon, avec l'idée démocratique. Et donc, d'engager cette transformation par le bas en permettant à des citoyens, à des habitants, de se réapproprier vraiment leurs institutions. Et donc, leurs institutions au niveau local. Moi, je pense que dans ce cadre-là, le réseau Action Commune a aussi tout un plaidoyer et une action à mener en faveur d'une décentralisation beaucoup plus poussée en faveur des communes, et notamment sur les questions des services publics qui sont aujourd'hui plus que menacés. Voilà, donc dans ce projet de repolitisation de la politique au niveau local, ce réseau Action Commune est très important aujourd'hui et c'est évidemment là où s'élaborent des innovations en matière démocratique qui visent cet objectif d'une démocratie locale qui soit plus forte. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Sylvie. Il y aurait 25 autres questions à vous poser à la suite de cet Si vous me permettez, entretien. j'ai oublié de vous dire, mais sur le réseau Action Commune, c'est quand même une date importante. Et pour vous dire à quel point nous sommes engagés, nous accueillerons à Poitiers les rencontres nationales du réseau Action Commune, du réseau des communes participatives, du 21 au 24 août à Poitiers. C'est bien noté, merci de cette information. On aurait beaucoup d'autres questions à vous poser, non seulement sur la commune, mais aussi sur l'intercommunalité qu'on n'a pas du tout abordé et ça aurait pu valoir la peine. Peut-être aussi même au-delà, parce que le municipalisme et la démocratie locale sont sûrement le socle de la démocratie, de la pratique démocratique, mais ça pose tout un tas de questions pour les étages du dessus et votre pensée, votre réflexion sur tous ces éléments aurait été tout à fait intéressant. Peut-être qu'on organisera une saison 2 de la série Omblin d'Agicourt. On en parlera entre nous au CA de l'ICPC. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour vos questions, vos réponses à nos questions. Sylvie. Un grand merci à vous pour m'avoir écouté. Voilà. Et puis, au plaisir de prochains échanges, évidemment. Merci. Juste, du coup, au-delà du fait que ce grand entretien rentre dans le cadre du chantier 2026 et vous en avez parlé, on a deux autres espaces qui résonnent avec ce que vous venez de dire et justement, ces espaces qu'on construit, ils sont sur la base de propositions de membres. On a un espace sur les assemblées citoyennes permanentes, justement. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs formes, plusieurs collectivités et différents types de collectivités qui se sont engagées là-dedans. Donc, on veut travailler là-dessus, effectivement. Qu'est-ce que ça produit voilà, ça c'est... Et notamment le lien avec la décision, hein, bien ce que vous disiez. Et le deuxième point sur lequel on travaille aussi, c'est le statut du citoyen participant. On voit bien que c'est un enjeu d'indemnisation, mais pas uniquement. Ce serait quoi un statut de citoyen participant? Il y a certainement besoin de travailler là-dessus. On est plusieurs associations à travailler là-dessus. C'est du long cours, mais voilà, on voit bien qu'on est en résonance avec ce que vous faites et ce qui se passe dans nombre de territoires. Merci beaucoup. Si vous avez envie de vous impliquer, de recevoir la newsletter pour avoir toutes les informations, abonnez-vous à la newsletter sur le site internet et puis on est à votre disposition pour faire remonter des sujets, des envies d'implication. Le grand entretien a été enregistré. On va faire un compte-rendu, deux types de compte-rendu, un compte-rendu relativement exhaustif, mais on va mettre aussi en replay l'entretien et on va faire une synthèse. Et puis ensuite, tous ces entretiens, on en a encore deux qui sont à venir, mais on n'a pas les dates pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vous propose de vous abonner à la newsletter pour avoir les dates des deux prochains entretiens pour pouvoir construire le parcours de ce chantier avec vous toutes et vous tous. Voilà. Méthode marketing implacable, Sylvie, bravo. Merci beaucoup en tout Et cas. On les a dit rencontres au REP, Sylvie, oui, rencontres oui. européennes de la participation à Alors, à Strasbourg. Strasbourg, effectivement, si vous venez, on voudrait travailler avec vous sur un programme pour les municipales qui mettent au cœur la question de la participation citoyenne, avec des jeux de rôle, enfin voilà,
pouvoir se mettre dans des conditions, peut-être avec des questions financières, avec des questions de taille, de collectivité, avec voilà, plein de choses pour... voilà. Et on est bien en relation avec Action citoyenne aussi, qui fait un remarquable travail. Mm. Merci Merci beaucoup. à toutes et tous. On Merci, a Merci à une vous. Ombline heure. d'Agincourt. Pile. Bonne journée. On est dans le timing, c'est bon. Voilà. Merci à vous et au plaisir de se recroiser à À d'autres très bientôt. opportunités, Ouais. d'autres moments. À Au bientôt, au revoir. revoir. Au À très revoir. bientôt. Merci. C'est bon. Et voilà. Bravo. Ben, merci Bon, beaucoup. top. C'était super intéressant. Super. Ouais, Top. super. Ouais, Super. 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 vraiment. Stimulant. On a des Vraiment beaux bien. entretiens, je trouve, hein. C'est Mm. chouette. Ouais. Mm. Mm. Ah, il faut que j'arrête Oui. l'enregistrement. Alors, où est-ce que je fais ça? Où est-ce que c'est? Et en haut de ton écran, Sylvie. Ah oui, enregistrement. Arrêter.